Bonsoir. La rubrique imprévue est plus que jamais nécessaire sur la liste des courses. Sinon, grande sera votre surprise de constater que les prix appliqués la veille auront connu une hausse conséquente le lendemain. Voilà pourquoi offrir à manger à ses convives aujourd'hui s'est fait montre d'une extrême bonté. Tout est cher, on ne s'en sort pas, sont les expressions à la mode aujourd'hui au Cameroun. En effet, selon l'Institut national de la statistique, l'inflation a atteint en août dernier 7,8%, dépassant ainsi le seuil communautaire fixé par la CEMAC, qui est de 3%. Pour les économistes, les produits alimentaires constituent le moteur de l'inflation. Ceux-ci ont connu une hausse de 13,3%, suivie des produits énergétiques 5,7%. L'INS, qui avance ces chiffres, note par ailleurs qu'au mois de mai 2023, le niveau général des prix a augmenté de 7,8% par rapport au même mois l'année précédente. Quelles sont les principales causes de l'inflation au Cameroun? La situation peut-elle avoir des effets positifs ou avantages? Sinon, quelles sont les solutions pour sortir de cette situation? Ces questions et bien d'autres, je m'en vais les poser à notre hôte de ce soir. Après des études en économie et gestion appliquée, il poursuit en ce moment même des travaux pour un MBA à l'IAI Panthéon-Sorbonne. Consultant auprès de plusieurs entreprises nationales, institutions internationales, il a également occupé plusieurs hautes fonctions dans les multinationales, dont directeur commercial de DME Group, une multinationale belge. Edmond Kuaté est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane, merci pour l'invitation. Alors j'ai donné beaucoup de chiffres là tout à l'heure, vous êtes économiste, vous aimez bien les manipuler. Qu'est-ce qu'il faut retenir déjà à chaud lorsqu'on écoute tous ces chiffres avancés par l'Institut national de la statistique? Je crois que pour la bonne gouverne déjà de vos téléspectateurs, il faut déjà commencer par expliquer ce que c'est que l'inflation. On va y arriver, c'est les chiffres là qui nous embêtent encore un peu, ou alors allez-y. Bon, oui, je crois qu'il faut déjà commencer par expliquer ce que c'est que l'inflation. Et avant d'expliquer les chiffres ce qu'on appelle l'IPC, c'est-à-dire l'indice du prix à la consommation. D'accord. Et expliquer un peu comment est-ce qu'on en arrive là, comment est-ce qu'on les calcule, parce que, je vais dire pour ceux qui nous comprennent, pour M. Lambda, quand on dit que l'inflation a atteint 7%, 13%, pour lui, ça ne veut absolument rien dire. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a peut-être un an, il achetait un œuf à 50 francs et qu'aujourd'hui, il achète à 125 francs. Pour lui, quand vous dites que ça a augmenté de 13, de 6, de 7%, ça, c'est pas ce qui l'intéresse. Nous, en langage technique, c'est ce que nous appelons l'IPC, c'est-à-dire l'indice du prix à la consommation, qui a une méthode de calcul. Alors maintenant, comme je le disais, il est parfois très important d'expliquer un peu les concepts pour que les gens comprennent. Parce qu'on va bassiner les oreilles des gens avec des terminologies qui, pour eux, lorsque ce n'est pas assez décortiqué, peuvent très vite devenir des terminologies assez rebarbatives. Et ennuyeuses même. Et ennuyeuses à la limite. Et donc, il vaut mieux toujours expliquer ce que c'est que les concepts avant parfois de s'étendre là-dedans. D'accord. Alors, c'est quoi l'inflation? On dit qu'il y a inflation lorsque la masse monétaire en circulation dans une économie croît plus rapidement que la production. Et cela va entraîner quoi? Cela va entraîner une dégradation de la valeur monétaire, une dépréciation de la monnaie et éventuellement déliter le pouvoir d'achat, n'est-ce pas, des consommateurs, des citoyens. Ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'en fait, c'est la monnaie qui perd sa valeur. Ce n'est pas le bien qui a un problème. C'est la monnaie qui perd sa valeur. C'est-à-dire que quand vous arrêtiez une pièce de 100 francs, ou alors un billet de 1000 francs, il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 6 mois, sa valeur était importante et par conséquent pouvait vous donner accès à un certain nombre de biens et de services. Aujourd'hui, vous tenez le même billet, cela réduit la quantité de biens, cela réduit la quantité de services auxquels vous pouvez avoir droit. Ça veut tout simplement dire qu'entre une période X et une période Y,
cette monnaie, le billet de 1000 francs a perdu sa valeur. Ça s'est déprécié, ça s'est dégradé. Résultat de course, vous gagnez les mêmes 1000 francs, mais vous ne pouvez pas avoir droit au même pouvoir d'achat. Vous ne pouvez pas avoir droit, je vais dire, à la même quantité de biens et à la même qualité de services. C'est pour ça que maintenant, ça nous ramène donc à ce que vous avez cité là comme chiffre, ce que j'appelais l'indice de prix à la consommation. C'est-à-dire que quand on prend une période X et une période Y, on crée un intervalle fermé à gauche et ouvert à droite. Et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? On dit l'œuf, il y a un an, coûtait 50 francs et aujourd'hui, un an après, ça coûte 125 francs. Et là maintenant, on cherche le ratio pour dire que le taux d'augmentation du prix est de 3, 5, 6, 7 ou 8%. C'est là où vous allez arriver donc à des chiffres que vous avez, ce sont des ratios éventuellement exprimés en valeur relative, bien sûr, c'est-à-dire, on va dire, c'est 5%, c'est 7%, c'est 8%, c'est 10%. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le bien en lui-même n'a pas de problème. Mais c'est la monnaie qui est dégradée, c'est la monnaie qui est dépréciée, c'est la monnaie qui perd de sa valeur. Est-ce qu'ici, on doit dire que, en d'autres termes, on subit la dévaluation du franc CFA? Parce que je me rends compte, cette expression, on ne veut pas l'utiliser, mais tel que vous expliquez, on comprend clairement que... Non, il ne faut pas confondre l'inflation ou alors la dégradation, la perte, la dépréciation de la monnaie et la dévaluation de la monnaie. Okay. Ce n'est pas la même chose. Votre monnaie se dégrade tout simplement parce que le niveau de production ne suit pas, n'est-ce pas, le niveau de croissance de la monnaie dans l'économie. Ça veut tout simplement dire que votre production baisse beaucoup. Vous savez, le marché est régi par une loi de 2 variables. La première variable, c'est l'offre. La seconde, c'est la demande. La demande, oui. Alors, il faudrait qu'il y ait un équilibre harmonieux entre les 2 variables pour que l'interface qui est la monnaie, l'interface d'échange qui est la monnaie, puisse garder sa valeur. Si vous avez une offre qui est très inférieure par rapport à la demande, il y a une tension à droite. Ça dit que la demande est très forte. La demande est très forte. Et à gauche, il n'y a pas du répondant. La production ne suit pas. Et dans ce cas, vous risquez d'avoir des phénomènes comme cela. C'est pareil. Si vous avez une production qui est très élevée et de l'autre côté, une demande qui est très faible, vous allez également avoir des problèmes. Je vous prends un exemple. Il y a des périodes où vous avez, par exemple, beaucoup de fruits. Je peux dire des saisons. La tomate à une période. Même de la tomate, par exemple. Et vous allez au marché, vous vous rendez compte que votre cajot le cajot de tomate, qui il y a 6 mois coûtait 6 000, 10 000 francs, ça coûte 2 000 francs. 2 000, oui. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que cette fois-ci, c'est votre monnaie qui prend de la valeur. Okay. Et le bien, lui, il a tendance, puisqu'il est abondant, il a tendance à se dégrader. C'est cela qui va nous ramener maintenant dans les propriétés de biens économiques. Un bien économique doit être disponible, mais il doit être rare. Mais il ne doit pas être rare à l'extrême. Il doit être rare de manière à ce que les gens puissent accéder à sa juste valeur. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que lorsqu'on observe, est-ce que les choses vont aller en s'améliorant, puisque tout à l'heure, vous avez bien dit, l'année dernière ou il y a quelques années, l'œuf c'était 50 francs, aujourd'hui c'est 125 francs. Le pain également, à une certaine époque, on achetait un pain à 100 francs, aujourd'hui il coûte, c'est de la moitié, et en même temps, le poids, j'ai envie de dire qu'il est de moitié aussi. Est-ce qu'on va de mal en pire? Alors, est-ce que les choses vont s'améliorer? Elles peuvent s'améliorer si nous faisons ce qu'il faut. Je dois déjà dire que la résolution des problèmes économiques ne se font ni de manière décrétale ni de manière déclamatoire. Il faut avoir le courage de mettre en place un ensemble de réformes structurelles qui vous permettent soit de rattraper votre niveau de production, soit d'encourager la consommation. Malheureusement, quand il y a inflation, ce qu'il faut éviter de faire,
c'est justement de permettre que la monnaie circule encore et davantage. Parce que les citoyens ont tendance à croire que, parce qu'il y a inflation, il faut qu'on leur donne accès à beaucoup plus d'argent. C'est l'erreur à ne pas commettre. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que la première solution, lorsqu'il y a inflation dans une économie, c'est que les banques centrales augmentent le nombre de points de base et qui forcément accroît le taux directeur, revoit à la hausse le taux directeur. Ça veut dire qu'on limite l'accès au crédit. On ne permet plus que la monnaie circule parce que déjà, l'inflation suppose que, n'est-ce pas, la masse monétaire gonfle énormément par rapport à la production. Et donc ici, lorsqu'il y a inflation, les premières mesures à prendre, c'est de rattraper le niveau de production. C'est de faire en sorte que les biens et les services ne soient plus rares. Parce qu'il y a des équilibres. Et donc, on ne peut pas continuer de faire en sorte que la monnaie soit davantage pompée dans l'économie. A contrario, il faut aller voir pourquoi la production ne suit pas. Vous avez compris un peu. Lorsque vous parlez du cas des œufs, vous parlez du cas du pain, vous parlez du cas... Vous allez vous rendre compte que tout simplement, il y a un problème sérieux entre l'offre et la demande. C'est-à-dire la quantité de disponibles sur le marché ne permet pas de satisfaire. Ça veut dire que ceux qui sont dans le secteur avicole ont un problème au niveau de la production. Ils n'arrivent plus à produire les œufs avec la même aisance, la même facilité qu'il y a 6 mois, ils produisaient leurs œufs. Conséquence, soit c'est un problème d'intrant de production, soit, bref, dans tous les cas, ça a quelque chose à voir avec les facteurs de production. Ils rencontrent un problème et ils n'arrivent pas à satisfaire la demande. Et pour ce faire, ils sont obligés de faire un peu de la spéculation. Et la spéculation, ça ne peut qu'entraîner davantage de la pénurie. Et la pénurie, c'est un cercle vicieux malheureusement. La pénurie ne peut également qu'entraîner, occasionner l'inflation. Et donc, à chaque fois que vous avez un problème, il faudrait qu'on prenne les mesures courageuses pour pouvoir opérer les réformes structurelles nécessaires à la production pour rattraper le niveau de production. Malheureusement pour le Cameroun, lorsque vous parlez de l'inflation, il faut aller chercher l'origine de l'inflation. Justement, j'allais vous demander quelles sont les causes internes. Peut-être avant de mettre en place la stratégie, il faudrait déjà qu'on comprenne d'où vient le problème. Quelles sont les causes internes de cette inflation-là. Certains parlent de la période de Covid et post-Covid, donc on parlait des crises sécuritaires, il y a même eu la CAN. Donc, est-ce qu'on doit juste s'arrêter à ces causes-là comme problème? Est-ce que la production a un lien avec les causes citées? Alors, les causes de l'inflation sont de 2 variables. La première variable, elle est endogène, c'est-à-dire inhérente à notre propre système de production. La deuxième cause, elle est exogène, c'est-à-dire inhérente à l'ensemble des crises que connaît le monde entier. Alors, si vous prenez, par exemple, si vous mettez le curseur sur 2019, 2020, c'est des périodes à laquelle nous avons eu, je vais dire, le monde a été traversé par cette pandémie à Covid-19. Oui, ça peut être l'un des facteurs. Mais ça, ce sont ce que j'appelle des facteurs conjoncturels. Ce ne sont pas les facteurs structurels. Ce sont les facteurs conjoncturels. C'est-à-dire que c'est une conjoncture qui vient un peu comme un catalyseur à un problème structurel qui existe déjà. Vous comprenez un peu. Et donc, effectivement, cette Covid a eu, je vais dire, a eu ceci que ça ralentit un peu les ateliers de production de par le monde entier. Et donc le Cameroun en était victime, puisque le Cameroun n'évolue pas en vase clos, le Cameroun en était victime. Après, on a eu ce que vous avez appelé le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Si vous prenez ces 2 causes-là, si vous prenez ces 2 conjonctures, si vous n'indexez notre problème qu'à ces 2 conjonctures, par exemple, vous allez vous rendre compte que ça veut tout simplement dire que le Cameroun est fortement influencé par les facteurs très dépendants de l'extérieur. Ce n'est pas très indiqué, ce n'est pas très bon. Et justement, si on revient maintenant pour interroger les facteurs endogènes de notre inflation, cette fois-ci, on va se rendre compte que le problème, il est structurel. C'est-à-dire c'est lié à la structure même de notre tissu macroéconomique. Est-ce que nous avons pensé à mettre en place des chaînes de valeur de production,
de transformation et de commercialisation des biens et des services qui répondent aux besoins de notre démographie? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, au Cameroun, nous sommes fortement dépendants de l'importation pour la satisfaction de nos besoins domestiques, notamment des produits agricoles? Parce que l'INS vous l'a dit, que ce qui tire, n'est-ce pas, le train de l'inflation vers le haut, ce sont les produits agricoles. Alors ça veut tout simplement dire que nous avons brillé par notre incapacité à pouvoir mettre en place des chaînes de valeur de production de biens agricoles pour la satisfaction des besoins internes. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut aller questionner. Parce que lorsque vous parlez de l'inflation, certes, vous pouvez indexer la crise ukrainienne, mais alors, le plantain qui a je ne sais pas, un an, coûtait 1000 francs, aujourd'hui coûte 3000 francs. La tomate qui coûtait, je ne sais pas, 4000 francs le cajot, aujourd'hui peut-être coûte 6000, 8000 francs. Or, ça, ce sont les biens qu'on produit localement. Et donc, il faut aller questionner fondamentalement les facteurs de production de nos biens, de nos produits localement. Maintenant, avant d'aborder, n'est-ce pas, les biens importés, ce qui est évident, c'est que, je l'ai toujours dit, l'inflation que nous avons au Cameroun, massivement, c'est une inflation importée de l'extérieur. C'est-à-dire que lorsque les ateliers de production dans le monde, partout où nous allons nous approvisionner en un certain nombre de biens, lorsque ces ateliers-là connaissent des problèmes, cela induit un ensemble de variables d'ajustement tarifaire que nous importons chez nous. C'est-à-dire que celui qui produisait hier, le Thaïlandais qui cultivait son riz et produisait la tonne à 2000 francs, tout compte fait, aujourd'hui, il produit la tonne de riz à 2500 francs, à 3000 francs, pour des causes qui sont propres à leur économie là-bas. Oui. Et donc, lorsqu'il ajuste le prix à l'international, c'est ce prix que vous allez importer. Et lorsque la chaîne logistique également connaît un dysfonctionnement, la tonne, par exemple, de riz était rendue port de Douala à, je sais pas, 2000 francs. Aujourd'hui, la même tonne de riz est rendue au port de Douala à 3000 francs. Tout ça, c'est des variables d'ajustement qu'il va falloir gérer. Ce n'est pas l'importateur qui va supporter cela. Il va rentrer ça dans la structuration tarifaire et il va répercuter ça sur le consommateur final. C'est la raison pour laquelle tu as acheté le kilogramme de riz hier à 500 francs. Aujourd'hui, tu vas l'acheter à 700 francs. Absolument. Parce que dans la structuration de prix, il tient compte de tous les ajustements qu'il a eu à l'extérieur et il rentre ça dans le prix et c'est pour ça qu'il vous répercute cela. À côté de cela, il y a d'autres explications. Peut-être un défaut de régulation et tout cela. Mais à l'origine, nous importons, n'est-ce pas, l'inflation des autres. Et comme je l'ai dit, chez nous également, il faut questionner maintenant notre système de production pour nous rendre compte que véritablement, il y a un problème. Il y a un problème de productivité chez nous. Nous ne produisons pas suffisamment. Nous ne tenons pas compte de la croissance démographique. Nous ne tenons pas compte de la demande qui est très forte. Et nous ne faisons pas ce qu'il faut pour que les biens et les services dont nous avons besoin sur le plan domestique soient disponibles et à un coût compétitif. Est-ce qu'on doit comprendre que ceci était prévisible? Il y avait des signes précurseurs? Oui, il y avait des signes précurseurs. Pourquoi? Si vous remontez en 2008, il y a eu une crise chez nous qu'on a baptisée même crise de la faim. De la faim, oui. Pourquoi est-ce qu'il y a eu crise de la faim en 2008? C'est tout simplement parce que des grands producteurs d'un certain nombre de produits, notamment le maïs, le blé, les céréales et autres, avaient décidé de ralentir, n'est-ce pas, leur volume d'exportation et d'expérimenter les biocarburants. À l'époque, vous aviez le Canada, les États-Unis qui voulaient expérimenter les biocarburants et qui avaient réduit leur volume, n'est-ce pas, d'exportation à l'extérieur. Du coup, ça a créé une tension au niveau au niveau de la demande dans le monde entier. Et donc, c'était les plus gros consommateurs qui étaient véritablement beaucoup plus servis. Et donc, les petits consommateurs comme nous, vraiment, c'était très difficile. Alors, ça a créé donc, la crise que nous avons connue en 2008. En 2010, le Cameroun a élaboré son document de stratégie, n'est-ce pas, le DSE. Le DSE, voilà, oui. Document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Oui. Tenez-vous tranquille, le Cameroun n'a pas tenu compte de l'expérience de 2008.
Nulle part dans ce programme, vous n'avez vu que le Cameroun avait décidé de mettre un accent sur la production des biens agricoles, ni en matière d'amélioration des techniques de production, ni en amélioration, n'est-ce pas, de l'appareil de production, ni en matière de transformation. Ça n'a pas été fait. Et donc, nous sommes partis de 2010 jusqu'en 2018, jusqu'en 2019, quand le Covid est venu nous rappeler que, écoutez, vous dépendez des Chinois, des Thaïlandais et des autres. Bon, ben, écoutez, eux, ils ne peuvent plus produire parce qu'il y a confinement chez eux et il y a même des problèmes climatiques au Canada. Le Canada a vu son volume de production de blé réduit de 50% pour des causes climatiques, par exemple, et tout cela. Alors, nous nous sommes réveillés brutalement. Et nous nous sommes rendus compte également que, ben, écoutez, nous avons dormi, le problème de 2008 est revenu. Et également, en 2022, la crise russo-ukrainienne est venue quand même nous rappeler que si vous avez le pain bon marché, si vous avez de la farine bon marché, c'est parce que vous importez massivement de l'Ukraine, deuxième producteur de blé, et de la Russie, premier producteur de blé. Et premier exportateur également de blé. Et donc, ceux-là, ils ne peuvent plus exporter à cause des sanctions occidentales. Le blé, n'est-ce pas, russe est cantonné. La Russie également a décidé de cantonner le blé ukrainien. Et donc, ça crée la rareté sur le marché. Et nous voilà retombés dans les marchés. Donc, c'était prévisible. Nous n'avons pas fait ce que nous devions faire. Tenez, en 2020, le Cameroun se rend compte éventuellement qu'il est revenu au problème de 2008. Il fait quelque chose de formidable, le gouvernement camerounais fait quelque chose de formidable. Il conçoit son deuxième document de stratégie, le troisième, parce qu'il y avait avant le DSEU, il y avait eu un autre. Il conçoit son troisième document de stratégie pour son développement économique, qu'il a baptisé le SND30. SND30, oui. L'épine dorsale, si vous voulez, la colonne vertébrale de ce programme stratégique, c'est ce qu'ils ont appelé l'import-substitution. C'est faramineux. Ça veut dire que vous avez compris le problème. Il faut limiter les importations et il faut accroître la production locale. Mais qu'est-ce que vous avez fait donc? Quelle est la politique que vous mettez en place pour accroître la production locale? La production, l'import-substitution n'est pas qu'un slogan. Ce n'est pas un vœu. Ça doit être un ensemble de politiques applicables sur le terrain. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes déjà en 2024. Nous sommes en fin de dernier trimestre 2023. Oui. Nous sommes en 2024. Ça veut dire que par rapport au programme SND30... Nous sommes déjà en 4 ans. 4 ans. Nous avons consommé 4 ans sur un programme. En temps normal, lorsque vous avez un programme décennal, vous devez avoir des séquences d'évaluation qui doivent être au moins triennales. C'est-à-dire, après chaque 3 ans, vous devez réévaluer votre programme stratégique. Est-ce que ça tient? À quel niveau ça ne tient pas? Parce que quand on parle de stratégie, ça veut dire que vous avez décliné un ensemble d'objectifs, vous avez décliné des moyens pour atteindre ces objectifs, les moyens au sens large du terme. Ça peut être des moyens financiers, technologiques, humains et tout ce que vous avez décliné. Et vous avez confiné tout ça dans un chronogramme qui fermait à l'intervalle gauche-droite à 10 ans. Et donc, après chaque 3 ans, vous devez évaluer votre programme, savoir ce qu'il faut ajuster, savoir ce qu'il faut retoucher, savoir là où il faut, n'est-ce pas, refaire quelque chose. Mais nous sommes déjà à 4 ans consommés. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez évalué, s'il faut évaluer en ce moment, on évalue quoi? Ça, c'est le point d'interrogation. On ne peut rien évaluer justement parce que rien n'est fait. OK? En ce moment-ci, est-ce que vous avez l'impression, si vous demandez par exemple au ministre de l'Agriculture, parce que je me suis rendu compte que pour les problèmes d'inflation, tout le monde tombe à bras raccourcis sur le ministre du Commerce. Mais non, le pauvre, il n'est qu'au bout de la chaîne. Lui se retrouve au bout de la chaîne, c'est-à-dire au niveau de la commercialisation. Mais on commercialise ce qui a été produit, ce qui a été transformé. C'est-à-dire qu'en termes de chaîne de valeur, lui, il est dans la commercialisation. Il y a une première chaîne de valeur qui est celle de production, une seconde chaîne de valeur qui est celle de transformation, une autre chaîne de valeur qui est même celle de conservation. OK? Et donc, lui, on arrive chez lui. Lui, ce n'est que le régulateur. Il veut se rassurer qu'entre celui qui produit et entre celui qui vend et celui qui achète, même pas celui qui produit, lui, son niveau, c'est entre celui qui vend et celui qui achète. Il veut se rassurer qu'un certain nombre de principes sont respectés. C'est-à-dire que toi, le vendeur, tu ne vends pas à 10 000 ce que tu devrais vendre, par exemple, à 5 000 francs. Ça, c'est son niveau.
évidemment, il peut, en synergie avec le ministre des Finances, appuyer sur certains leviers pour, n'est-ce pas, accorder quelques petites exonérations sur le plan fiscal, sur le plan douanier et autres. Mais ça, c'est en synergie avec le ministre des Finances. Donc, ce n'est pas à lui qu'il faut s'adresser parlant des politiques d'inflation. La personne qui doit être au devant de la scène, ils sont deux. Les pêches également. Ils sont trois, si vous voulez. Je crois que c'est séparé en ce moment, oui. Il y a le ministre de l'Agriculture, il y a le ministre des Pêches, il y a le ministre de l'Industrie. Voilà les trois personnes qui devraient être au devant de la scène. Si vous voulez, le ministre de l'Agriculture, il ne me souvient pas qu'il a organisé une concertation avec l'ensemble des producteurs pour connaître les problèmes qu'ils rencontrent, n'est-ce pas, dans la production. Ça veut dire que je n'ai pas l'impression que si vous réveillez le ministre de l'Agriculture, vous lui demandez quels sont, s'il a identifié l'ensemble des bassins de production et leur potentiel en termes de volume de production, je ne suis pas sûr qu'il va vous répondre avec aisance sans se référer à un certain nombre de documents. Alors que c'est ce qu'il devrait faire. Il devrait mettre en place une équipe qui identifie l'ensemble, n'est-ce pas, de tous les bassins de production et l'ensemble des filières qu'on peut, je veux dire, à produire dans ces bassins de production-là, évaluer leur volume de production et nous dire qu'est-ce qu'il faut, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour leur mise en valeur. Ça, c'est ce qu'il devrait faire. Maintenant, les problèmes de production chez nous sont de plusieurs ordres. Vous avez des personnes chez nous qui ont des vastes surfaces de terre qu'ils veulent exploiter, mais ils n'ont pas les moyens pour le faire. Vous avez également des personnes qui ont des moyens pour produire, mais ils n'ont pas, n'est-ce pas, les terres disponibles. Vous avez enfin des personnes qui produisent déjà, mais à très faible quantité, parce que les moyens de production, ce sont des moyens dépassés, révolus. Alors, si le ministre ne les rassemble pas pour comprendre l'ensemble des problèmes inhérents, n'est-ce pas, à la production, il ne pourra pas résoudre le problème de ceux qui ont les moyens, qui veulent produire et qui n'arrivent pas à produire. Il ne pourra pas résoudre le problème de ceux qui ont des vastes surfaces arables exploitables et qui n'arrivent pas à les exploiter. Il n'arrivera même pas à résoudre le problème de ceux qui exploitent déjà, qui veulent même étendre leur production, mais qui sont limités. Il n'arrivera pas à résoudre cela. Et donc, tant que vous n'avez pas identifié tous ces problèmes-là, vous ne pouvez pas, avec aisance, apporter une solution au problème, n'est-ce pas, à la problématique de production dans notre économie. Et tant que vous n'aurez pas résolu ces problèmes-là, l'impôt substitution ne sera qu'un vœu pieux. Ça veut dire que même au bout de 10 ans, parce que SND 30, ça va jusqu'en 2030, je suis sûr que si on continue de rester dans cette logique, en 2030, on aura fait du surplace, on n'aura rien à offrir à personne. On va continuer de jouer sur le levier fiscal, sur les leviers douaniers, accorder des petites exonérations, accorder des petits allègements fiscaux, ça et là. Mais ça ne résout pas le problème de fond. Vous ne pouvez résoudre aucun problème de cette façon. Il faudrait que le ministre de l'Industrie également, qu'il nous propose des moyens de transformation de notre agriculture. Parce que de l'autre côté, même si vous avez réussi à produire, lorsqu'on produit massivement, eh bien, il faut les transformer, il faut les conserver avant de les distribuer, avant de les mettre sur le marché. Donc, si tous ces gens-là ne se mettent pas véritablement au travail, vous comprenez un peu, on aura toujours le problème. Je crains que demain, que l'œuf ne soit passé, que l'œuf ne passe à 100 francs. À 200 francs, vous voulez dire? À 200 francs, oui, parce que à 125. Le vendeur d'œufs dit que le producteur parle de la cherté et même de la non-disponibilité de façon suffisante du maïs parce que les intrants sont difficiles, parce que les engrais coûtent cher. Donc, la chaîne est un peu enrouée. Vous avez parlé d'industrie. Est-ce qu'ici, il ne faut pas faire entrer aussi le ministre de l'Énergie? Parce que industrialisation, ça veut dire qu'il faut de l'énergie et dans le rapport de l'INS, l'énergie prend aussi une bonne partie. Ça, c'est un problème global. Ça veut dire que c'est de manière globale, de manière holistique, que ce problème de l'énergie devrait être résolu.
Et ça touche tout le gouvernement. C'est-à-dire ça touche même la politique globale de l'économie camerounaise. Et donc, il me semble que depuis 2013, on fait beaucoup d'efforts pour pouvoir améliorer qualitativement et quantitativement l'énergie au Cameroun. Évidemment, c'est l'intrant de production. Je veux dire, c'est le facteur de production principal. C'est autour de l'énergie que pivotent tous les autres facteurs de production. Parce que si vous n'avez pas d'énergie, évidemment, vous n'avez pas d'industrie. Vous n'avez pas d'industrie, que ce soit des transformations de production ou tout autre. Et donc, il me semble que depuis 2013, le gouvernement camerounais essaie tant bien que mal. C'est vrai que les résultats escomptés ne suivent pas toujours, parce qu'il me semble qu'on avait mis en place, dans le cadre des projets structurants, on avait mis un accent particulier sur n'est-ce pas, la construction d'infrastructures de production énergétique, notamment les barrages, Memvele, Lompangar, Mekim, Nachtigal et autres. Sauf que là, il y a les problèmes de transport. Oui, c'est pour ça que je dis que ça touche globalement à un ensemble de politiques publiques, n'est-ce pas, en matière d'énergie. Et donc, il me semble que le gouvernement devrait se montrer beaucoup plus sérieux dans le traitement de la problématique énergétique. Beaucoup plus sérieux, vraiment beaucoup plus sérieux. Parce que ce que j'ai vu faire à Lompangar, à Memvele et à Mekim, tout ça, beaucoup d'argent a été injecté là-dedans, mais pour des résultats un peu mitigés. Comprenez un peu, parce que Mekim aujourd'hui produit quoi, je ne sais pas. Et même lorsqu'on a réussi à avoir un peu de production, on nous a dit que les canaux, n'est-ce pas, de transport étaient vétustes, étaient dépassés quand ils n'étaient pas tout simplement inexistants. Et donc, il me semble qu'on doit se montrer beaucoup plus sérieux et résoudre le problème énergétique, parce que ce n'est que de cette façon qu'on peut devenir, n'est-ce pas, un terrain attractif. Je parle là du Cameroun. Que le Cameroun peut devenir un terrain attractif à des investissements industriels. Parce que lorsque les gens prospectent pour des investissements, il y a un ensemble de questions qu'ils se posent. La première question qu'ils vont se poser, c'est les facteurs de production. Et parmi les facteurs de production, le facteur principal, c'est l'énergie. Si vous n'avez pas de l'énergie à quantité suffisante et permanente pour pouvoir produire à moindre coût, évidemment, vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas installer une industrie quelque part. Pourquoi? Parce que ça va vous demander des surcoûts budgétaires pour pouvoir rendre l'énergie disponible à travers d'autres sources, à travers des sources alternatives, notamment les groupes électrogènes, les turbines, n'est-ce pas, qui fonctionnent au fioul lourd et tout cela. Et lorsque vous faites le calcul et vous vous rendez compte qu'in fine, le prix produit sorti de l'usine ne peut pas compenser, n'est-ce pas, ces surcoûts-là, évidemment, vous ne pouvez pas investir. Et donc, il me semble que le Cameroun devrait mettre un accent là-dessus. Mais ce que je dois dire, c'est que prioritairement, il y a ces trois ministères-là qui devraient travailler. Le ministre de l'Industrie, ma foi, qui devrait au moins travailler avec les acteurs existants pour savoir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et comment est-ce qu'on peut apporter des solutions adaptées à chacun des problèmes. Si vous voulez investir et vous manquez des terres, comment est-ce qu'on fait pour mettre les terres à votre disposition? Si vous avez des terres et que vous voulez, vous n'avez pas des moyens pour, n'est-ce pas, les mettre en valeur, comment est-ce qu'on peut vous permettre de mettre ces terres en valeur-là? Si on ne peut pas résoudre ce genre de problème-là, si on ne peut pas répondre à ces problèmes-là parce qu'on ne les connaît même pas, c'est un problème. Et vous allez vous rendre compte que les produits camerounais ne sont pas toujours compétitifs. Vous parlez du plantain, vous parlez de la tomate. Comment est-ce qu'en 2023, avec 30 millions d'âmes, vous comptez nourrir les Camerounais en utilisant les mêmes techniques médiévales que vous avez utilisées dans les années 70? C'est-à-dire produire la tomate avec des machettes et des houes, produire du plantain avec des machettes et des houes. Vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas possible. Il faut passer à autre chose. Vous comprenez un peu? Et il y a même un autre problème. Le gars qui produit 10 régimes de plantain, par exemple, ou 50 régimes de plantain. Le transport aussi. Il peut même avoir la possibilité de produire 1000 régimes de plantain. Seulement, il est confronté
a plusieurs problématiques. L'une des problématiques, c'est les moyens d'évacuation. C'est ça, de transport. Comment est-ce qu'il évacue sa production de son champ jusqu'au lieu de commercialisation? Ça reste un problème. Tout simplement parce que nous n'avons pas pensé à désenclaver les bassins de production. D'autre chose, quand il produit 50 régimes de plantain avec des techniques que nous connaissons, tous ces régimes atteignent, n'est-ce pas, la période de maturité exactement au même moment. S'ils n'arrivent pas à les évacuer, ça commence à mûrir dans le champ. Dans le champ, oui. Et ça pourrit dans le champ. Il ne peut pas les évacuer parce qu'il n'a pas les moyens. Généralement, ils ont une moto. Ils transportent 3 à 4 régimes, je vais dire, par saison, à chaque fois. Et s'il doit faire comme ça, il doit transporter 5 régimes, aller vendre et revenir. Quand il revient, il a peut-être 30 régimes qui sont déjà en train de mûrir et qui connaissent. Vous connaissez un phénomène qu'on décrit sur notre marché en ce moment, l'utilisation du formol. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux condamner ce phénomène, mais je peux comprendre ceux qui l'utilisent. Parce que lorsque vous avez peiné pour produire 100 régimes de plantain et que cela devrait mûrir et pourrir entre vos mains, vous comprenez que c'est un problème. Et donc c'est pour ça que les gens sont parfois obligés. C'est une méthode inhumaine. Non, j'ai dit, je condamne. Parce que là, on touche à une autre question, ce qu'il est la santé publique. Oui. Et donc, mais je vais dire, de manière cynique, je peux expliquer le phénomène. Je vais dire de manière cynique, je pousse un peu dans le cynisme, malgré moi, parce que je suis également consommateur et donc je ne peux pas encourager des méthodes qui mettent en péril la santé des uns et des autres. Mais je vais dire, je peux comprendre l'esprit qui guide celui qui utilise ces méthodes un peu. Tout simplement pourquoi? Parce que de manière optimale et de manière rationnelle, nous n'avons pas pensé à mettre en place des chaînes de valeur de conservation et je veux dire des moyens d'évacuation des produits et des chaînes de valeur de conservation. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre en valeur toutes les expertises que nous produisons au Cameroun. J'ai l'intime conviction que si vous allez dans nos écoles polytech, vous prenez, n'est-ce pas, les étudiants de génie froid, vous leur donnez ça comme projet. Trouvez-nous le moyen de conserver les bananes plantains, par exemple, à partir, je veux dire 2 semaines ou 3 semaines avant leur période de maturité. Ils vont le faire. Pourquoi est-ce que les bananes qui sont produites ici, chez nous au Cameroun, sont vendues en France, connaissent, n'est-ce pas, une période de conservation jusqu'en France et ont réussi à conserver jusqu'à les écouler entièrement? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le faire ici? Mais c'est tout simplement parce que nous ne voulons pas travailler. Nous sommes toujours tournés vers des solutions extérieures. On doit, si vous allez vous adresser à Polytech, à la filière génie froid, génie industriel, vous leur donnez cela comme, n'est-ce pas, devoir de thèse, et je suis sûr qu'ils vont creuser les méninges et à la fin, ils vont vous dire, voilà la solution. Mais nous ne le faisons pas. Et donc, résultat de course, le gars qui peut produire 100 régimes de plantain, il se cantonne à produire 10 régimes, tout simplement pourquoi? Parce que s'il produit 100 régimes, ça va pourrir entre ses mains. Il ne pourra pas les évacuer, il ne pourra pas les conserver. Donc il produit du régime et ça crée la tension de la demande sur le marché. C'est pareil pour le macabo, c'est pareil pour la tomate, c'est pareil pour tous les autres produits. Les gens se posent la question, est-ce qu'on produit le plantain en Ukraine? Que non, on produit le plantain au Cameroun. Mais avec quels moyens? Ce n'est pas avec des moyens intensifs de production. Si on produisait le plantain avec des moyens intensifs, tout en sachant qu'il y a des moyens de conservation, je suis sûr que le plantain coûterait très moins cher. Vous comprenez un peu, c'est pareil pour tous les autres produits. Donc tant qu'on ne va pas trouver des moyens, et c'est pour ça que je dis, il faut des décisions courageuses pour opérer des réformes structurelles nécessaires à la production chez nous. Tant que nous allons continuer, je vais dire, de jongler, de ruser un peu avec des terminologies, tout le monde se contente maintenant de dire impôt substitution, c'est bien beau, mais on ne résout pas les problèmes de manière déclamatoire. On doit les résoudre parce qu'on a adopté des politiques courageuses
pour opérer des réformes structurelles et mettre en place des chaînes de valeur de production. Ok, comprenons et essayons encore de comprendre un peu ce qui tourne autour de cette inflation, M. Kouyaté. Alors, l'INS parle également des prix qui sont inversement proportionnels à l'origine des produits. C'est-à-dire qu'on a 8% pour les produits locaux et les produits importés ont une hausse de 5,9%. Tout ceci rentre dans le transport, comme on venait de l'évoquer, ou alors, qu'est-ce qui peut justifier cela? Je vous explique tout simplement, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Pendant que le gars Andop cultive du riz, il pique. Le gars en Thaïlande, lui, il a une piqueuse industrielle. Ça veut dire que pendant que tu prends une semaine pour piquer 1 hectare, lui, en une journée, il a piqué 10 hectares avec sa piqueuse industrielle. Parce que lui, il a une piqueuse, c'est-à-dire il a 2 gars derrière qui alignent simplement et puis la machine pique automatiquement. Andop, le gars est encore là avec ses mains, il pique. Pendant que lui, il récolte avec une moissonneuse, batteuse, sécheuse, conditionneuse, parce que c'est la même machine qui fait ça. C'est-à-dire que lorsque la machine arrive, elle enfourche, n'est-ce pas, le riz, ça ramasse tout, ça moissonne, ça égrène, ça bat, ça sèche et ça renvoie maintenant dans un bac qui conditionne dans les sacs automatiquement. Le gars Andop, il doit appeler des gens, il doit appeler des saisonniers qui doivent venir récolter le riz, qui doivent aller battre avec des gourdins, après il doit sécher, attendre que le soleil fasse son travail. Après maintenant il doit trier, il doit vanner, il doit et maintenant mettre dans le sac et avec un truc rudimentaire, il scelle. Alors, comment comptez-vous que le gars de Ndop soit compétitif par rapport aux Thaïlandais? Non, évidemment, ce n'est pas possible. Lui, il a des moyens technologiques assez modernes de production et donc ça réduit les coûts de production. Ici, le gars a des moyens médiévaux, des moyens dépassés, des moyens surannés de production. Et donc, forcément, ça grève les coûts de production. Et donc, il ne peut pas être compétitif. C'est pour ça que le riz de Ndop doit coûter cher. C'est pour ça que le plantain doit coûter cher. Pendant que pour planter, pour faire du plantain, le gars doit, avec des pioches et des houes et des machettes, il doit faire des trous pour mettre 10 rejetons de plantain. Il doit le faire comme ça tous les jours. Alors que de l'autre côté, le gars a une petite boreuse qui lui fait des trous, qui lui fait 1000 trous tous les jours. Comment vous pensez que l'autre va être... vous allez être compétitif par rapport à lui? Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis que tant que, n'est-ce pas, nos chefs de département... Tout est question de volonté. Oui, tant qu'on ne va pas mettre la volonté... J'ai vu dans le budget de l'exercice en cours qu'on avait prévu une subvention à l'agriculture, 20 millions de francs. Soyons sérieux. Mais quand même, soyons sérieux. Lorsque vous mettez 20 millions, j'ai envie de demander au ministre de l'Agriculture, bon, je ne sais pas, peut-être c'est lui qui avait défendu cette histoire, il ne sait pas trop comment ça se passe. Mais lorsque vous mettez 20 millions, c'est pour subventionner quoi? Je ne sais pas, dites-moi. C'est pour subventionner quoi? Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas, alors que votre politique, votre document stratégique de développement économique repose sur un socle que vous avez appelé import-substitution, et que vous-même vous avez identifié que les produits, n'est-ce pas, qui affectent le plus votre balance commerciale, c'est les produits agricoles. Et vous décidez d'accorder 20 millions de francs à la subvention, n'est-ce pas, de la production agricole. Ça veut tout simplement dire que vous-même, vous n'êtes pas sérieux. Si quelqu'un lit ce budget à l'extérieur, il va dire que mais ces gars ne sont pas sérieux lorsqu'ils parlent d'import-substitution. Import-substitution, ça veut dire subvention à l'agriculture, ça veut dire que on a identifié les problèmes et on veut maintenant mettre les moyens adéquats pour pouvoir juguler ces problèmes, pour pouvoir les résoudre. Est-ce que c'est des problèmes de mécanisation? Dans ce cas, vous mettez des moyens. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des gens qui ont des vastes espaces de terre. Vous trouvez les moyens de subventionner l'importation de la technologie de production. Une production mécanisée, ça peut être des tracteurs, ça peut être des herses, ça peut être tout ce que vous voulez qui rentre maintenant, n'est-ce pas, dans la production mécanisée de l'agriculture. Si c'est des sémenciers,
d'accord, si vous voulez des semences, si l'IRAD et les autres départements en charge de la recherche dans ce domaine, si vous estimez qu'eux n'ont pas suffisamment produit des semences qui répondent au type de production que vous voulez et que vous voulez importer des semences, dans ce cas, vous importez des semences que vous mettez à la disposition, je veux dire, des producteurs, des agriculteurs. Si c'est des engrais, vous dites par exemple, voilà, le sac d'engrais coûte trop cher, 50 000 francs payés, ça coûte trop cher. Dans ce cas, nous allons identifier par exemple localement un partenaire privé avec qui nous pouvons produire des engrais sur place. Les engrais les plus utilisés aujourd'hui dans le monde sont des engrais azotés, qui est beaucoup produit en Russie, parce que la Russie, c'est un grand pays producteur du gaz. Et donc, ils produisent beaucoup d'engrais azotés. Et donc, le Cameroun est également producteur de gaz. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas, à partir du gaz que vous produisez au Cameroun, importer la technologie, n'est-ce pas, de production d'engrais en Russie, par exemple? Au lieu de tout le temps aller importer des sacs d'engrais, aujourd'hui, pour telle raison, on va vous dire que ça coûte 50 000, demain, on va vous dire que ça coûte 80 000. Alors que vous avez, n'est-ce pas, si vous voulez résoudre le problème agricole, mais commencez déjà par mettre en place une usine de production d'engrais. Au moins ça, vous êtes sûr que vous avez déjà résolu un problème. Donc autant de choses. Si vous voulez être sérieux, mettez en place, je vais dire, des trucs pareils pour qu'on comprenne que si un agriculteur, si un acteur de l'agriculture, quelqu'un qui veut s'investir, entend qu'il y a la mise en place d'une usine de production d'engrais, je suis sûr qu'il va commencer ses calculs à partir de là, parce qu'il va se dire au moins, voilà, j'ai un problème qui est résolu. Parce que parfois, un autre problème, c'est que vous avez même les 50 000 pour acheter cet engrais, mais ça n'existe pas. Parce qu'on va vous dire qu'on a sanctionné la Russie, il faut trop de gymnastique pour pouvoir faire venir un sac d'engrais de la Russie, parce qu'il faut d'abord que ça passe par l'Inde, il faut d'abord que l'Inde commande pour son compte, ça transite par un autre pays, et tout ça, à chaque fois, ça vous entraîne des surcoûts. Oui. Alors donc, c'est pas toujours aisé. Donc si vous produisez vos engrais sur place, c'est tant mieux. Valorisez également la recherche qui est faite sur place. L'IRAD fait un travail formidable. Vous avez des semences à l'IRAD, mais je peux vous dire, l'IRAD a expérimenté des semences de blé, du blé dur et du très bon blé. Ça n'a rien à voir avec ce que nous importons. C'est là, et il vous explique, n'est-ce pas, le tonnage que ça vous fait à l'hectare. Et c'est très très élevé par rapport à ce que vous importez. Et c'est de très bonne qualité. Pourquoi est-ce que vous ne permettez pas qu'on expérimente ça sur place? C'est sur cette question-là que le ministre de l'Agriculture doit s'intéresser. Il doit travailler là-dessus. Il doit mettre une équipe pour suivre ça. Dit à l'IRAD, bon d'accord, réveillons l'ancien sur des blés. Pourquoi pas? Faites-le même avec des partenaires locaux. Faites-le avec des partenaires privés. Ça dit, prenez un partenaire privé localement qui a un potentiel de production, qui existe déjà, accompagnez-le en PPP, partenariat public-privé, l'État met le nécessaire, vous incitez la production locale. C'est l'État, c'est le gouvernement qui doit inciter la production parce que c'est sa responsabilité d'assurer la souveraineté alimentaire de sa population. Les privés sont à la recherche à outrance du profit. Et donc, tant qu'eux, ils peuvent importer et se faire des marges de bénéfices, eux, ils s'en foutent. C'est le gouvernement qui a la responsabilité. En cas d'implosion sociale, en cas de distorsion du tissu social, c'est le gouvernement qui fait les frais. Ce n'est pas les privés. Eux, ils se font de l'argent tant qu'ils importent. Et donc, il me semble que nous devons nous montrer un peu beaucoup plus sérieux si on veut véritablement résoudre le problème. Et donc, j'étais en train de vous répondre que c'est normal. Vous ne pouvez pas mettre sur la même balance les producteurs locaux, ceux qui produisent avec des moyens médiévaux, avec des surfaces très très réduites, des techniques dépassées sur année, et avec une pénibilité terrible. Vous ne pouvez pas attendre qu'ils soient compétitifs avec des gens qui produisent, n'est-ce pas, avec des technologies assez modernes et avec des espaces beaucoup plus grands. Surtout qu'en cette période aussi, on déplore l'exode rural et de plus en plus la fuite des cerveaux. Donc on se demande bien si tout ceci est fait, est-ce qu'on trouvera des gens la main-d'œuvre dans les zones où il y a de l'espace pour travailler. Est-ce que cette main-d'œuvre-là sera qualifiée ou alors, comme il y a déjà des universités agricoles au Cameroun, on se dit que ça va aller? Vous venez de le dire, vous avez constaté qu'il y a une surchauffe démographique dans nos différentes villes. Douala, par exemple,
on déplore encore, n'est-ce pas, une catastrophe du côté de Yaoundé, Mbankolo, où les gens sont obligés d'aller s'installer dans des zones assez, je veux dire, des zones non constructibles. Parfois parce que il y a une, je veux dire, il y a une surchauffe dans les espaces, n'est-ce pas, viabilisés. Et donc, les gens côtoient les marécages, les gens côtoient les flancs de montagne, alors que c'est une main-d'œuvre. Ce sont ces personnes qui constituent une main-d'œuvre qui aurait pu être nécessaire à la production localement. Les jeunes sont obligés de venir s'agglutiner en ville, n'est-ce pas, en faisant du petit métier. Parfois même, c'est une jeunesse qui est formée. Parce que lorsque vous voyez des jeunes sur la moto, au moins avec une licence, au moins avec un master en poche, mais ils font la moto, ils font je ne sais pas trop quoi. Vous comprenez tout simplement que c'est parce que c'est une jeunesse qui est mal exploitée, c'est une jeunesse, c'est des bras forts qui sont sous-exploités, qui sont inexploités, qui sont mal exploités. Et donc, c'est parce que à la base, il n'y a pas une politique. Et rendez-vous compte que ce qui les retenait même dans leur zone, n'est-ce pas, n'existe plus. Je vous prends un exemple. La Scam Food, qui produisait la tomate en Fumbot, utilisait 6000 personnes. En emploi direct et indirect, au moins 6000 personnes. C'était des jeunes. Chacun avait son carré, il produisait sa tomate et puis ils allaient donner à Scam Food, ils vendaient à Scam Food. Donc les gens ne se gênaient pas quand il fallait produire de la tomate. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il faut se tirer les cheveux en se disant quand cette tomate va mûrir, si on ne me les prend pas tout de suite, qu'est-ce que je fais? Non, les gens ne se posaient pas cette question. Les gens savaient qu'ils cultivaient, ils faisaient extension de leur champ. Le jour où ils cueillent ces tomates, ça mûrit, il va verser ça à Scam Food. On a tout fait pour fermer Scam Food. Personne n'a pensé n'est-ce pas, à remettre cela sur pied. Scam Food est fermé aujourd'hui en Fumbot. Vous pensez que les 6000 gars là, ils vont vivre de quoi? Ils vont rester là au village, ils vont se tourner les pouces, et puis ils vont chercher chacun à aller à Douala, Yaoundé, faire la moto, vendre un peu à la sauvette et tout. C'est ce qu'ils vont faire. Puisqu'à la fin, nous sommes tous tenus par les mêmes exigences biologiques. Il faut se nourrir, il faut se soigner, il faut s'éduquer. Et donc, ils vont certainement trouver les moyens, les raccourcis pour pouvoir répondre à ces exigences-là. Vous aviez également la CDC, qui était le deuxième gros employeur après l'État. Produisait les bananes, produisait l'huile de palme, produisait le caoutchouc, produisait un ensemble de biens qui étaient même propices à notre alimentation. Aujourd'hui, la CDC est fermée. Quand on dit deuxième gros employeur après l'État, vous pouvez imaginer l'État qui emploie plus de 450 000 personnes. Lorsqu'on vous dit que quelqu'un était le deuxième employeur après l'État, prenez seulement de moitié 250 000 personnes qui aujourd'hui sont au chômage, qui aujourd'hui n'ont plus d'emploi. Vous croyez qu'ils vont aller où ils vont venir gonfler les effectifs dans les villes? Et donc, c'est pour dire que si on se concentrait même seulement à réveiller l'existant, parce que le Cameroun ne part pas de rien, si on se concentrer même seulement à améliorer l'existant, c'est-à-dire réveiller la Sodéblé, réveiller, comment vous avez appelé, Maïskam, par exemple, réveiller la Sodérim qui produisait du riz à l'époque, ouais. À Yagua et un peu partout, vous avez des plaines de Sangchou, les plaines de Mbo où on peut produire du riz. Si, au lieu de gaspiller beaucoup d'argent, l'État se disait tout simplement, je prends sur moi d'importer la technologie de production. Je vous ai parlé aujourd'hui des machines qui font ce qu'on appelle tout en un. C'est-à-dire que ce sont les mêmes, vous utilisez la même machine déjà pour préparer la surface, vous allez utiliser la même machine seulement en changeant les accessoires. Vous allez utiliser la même machine pour piquer le riz, pour piquer le blé. Ensuite, vous allez utiliser la même machine pour récolter, pour battre, pour vanner, pour sécher et pour conditionner. C'est la même machine. Ça ne coûte pas le ciel et la terre. Monsieur Kouyaté, vous savez que l'État a beaucoup de problèmes aussi. Ils disent qu'ils ont beaucoup de problèmes. Il y a la sécurité, il y a les enseignants même qui font beaucoup de bruit en ce moment. C'est des problèmes de structuration, tout simplement. Il faut bien se structurer. La première des choses qu'on apprend, n'est-ce pas, dans le management, on vous apprend 3 piliers. L'organisationnel. J'espère que vous n'êtes pas en train de dire que nous ne sommes pas bien managés. Non,
si nous étions bien managés, vous ne poseriez pas tous ces problèmes. On a des problèmes de management. Ça veut dire que quand vous entrez dans une école de management, on vous apprend que les 3 piliers du management, il y en a 3. L'organisationnel, le structurel et le suivi, le monitoring. Quand vous avez bien structuré, vous avez bien organisé, vous mettez en place ce qu'on appelle les mécanismes de monitoring, de suivi, tout simplement. Et si vous n'avez pas fait les deux, c'est-à-dire si vous n'avez pas bien structuré, ça va vous rattraper. Si vous n'avez pas bien organisé, ça va vous rattraper. Et donc, je dis, l'État a l'obligation de bien se structurer dans tous les domaines. Domaine de l'éducation, domaine agricole, parce que ce sont ses obligations. Ce sont ses obligations sur le plan régalien. C'est pas comme si, après avoir donné de la nourriture aux gens, bon, on peut laisser d'abord un peu l'éducation et la santé. Non, c'est de manière holistique que vous concevez les politiques publiques. C'est ça qu'on appelle les politiques publiques de développement. Vous ne résolvez pas d'abord le problème de l'éducation, après vous voyez, on laisse d'abord de côté un autre. Non, vous le prenez de manière globale. Et donc, j'étais en train de vous dire que lorsque l'État a parlé d'impôt substitution, il fallait qu'il brille par l'exemple. Il y avait une chose à faire. Tu n'as pas beaucoup de moyens, toi l'État, d'accord, l'État n'a pas beaucoup de moyens, mais l'État, à travers ses agents, a tous les moyens nécessaires. Quand je parle de ces agents, c'est l'ensemble des partenaires privés. Identifiez les privés. Vous avez par exemple les gros importateurs de riz, de blé et de tout cela. Concertez-vous avec eux. Dites-leur, vous importez des volumes de 144 milliards de blé chaque année. Par exemple. D'accord. Comment est-ce que nous pouvons vous accompagner pour que d'ici 3 ans, qu'on réduise ne serait-ce que de 30% le volume d'importation en produisant les 30% là localement? Qu'est-ce que moi, le gouvernement, je peux faire pour vous accompagner dans ce sens? Si vous attendez que ces gens-là prennent l'initiative, ils ne le feront jamais. Tant qu'il importe ces 100 tonnes de blé et ça lui donne, il a 100 millions, 200 millions de bénéfices. Vraiment, n'attendez pas qu'il fasse plus que ça. Déjà qu'en allant investir dans l'agriculture, il court un gros risque. Il court beaucoup de risques parce que c'est un investissement nouveau, il ne s'y connaît pas, et il ne maîtrise pas tous les rouages. Lui, il maîtrise les rouages de l'importation. Il ne maîtrise pas les rouages, n'est-ce pas? Si vous lui garantissez un certain accompagnement, ça réduit son risque. Et puis, il peut y aller, il peut s'essayer. Et en s'essayant, il peut le faire. OK? À côté de cela, vous avez des gens qui sont déjà dans le secteur. Quand je parle du riz de Ndop, ça veut dire que c'est des gens qui produisent quand même. Concertez-les, demandez-leur qu'est-ce qui vous empêche de passer de 2 tonnes que vous produisez à 10 tonnes. Qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous puissiez produire 10 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes, pour que d'ici 10 ans, que nous arrêtions complètement l'importation et que nous ayons même les capacités d'aller affronter le marché sous-régional. Ça dit que nous ne puissions plus, au lieu de vendre, n'est-ce pas, un peu à la resquilleuse, comme nous le faisons au Nigeria, au Gabon et partout là, parce que évidemment le riz de Ndop se consomme beaucoup plus à l'extérieur qu'au Cameroun. Évidemment parce qu'il n'est pas compétitif au Cameroun. Quand vous mettez le riz de Ndop à 800 francs le kilo, le riz thaïlandais à 600 francs, vous voulez que la pauvre ménagère qui n'a pas beaucoup de moyens, qu'elle fasse quoi? Elle ne va pas, par patriotisme, n'est-ce pas, se priver de manger, priver sa famille de manger tout simplement parce qu'il faut manger le riz de Ndop. Non. Et maintenant à côté, vous avez les voisins qui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus conséquent, les Gabonais notamment, qui viennent acheter ces riz, ils achètent même ça à bord champ. Et donc, c'est au gouvernement et à travers justement le département concerné, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture, d'appeler ces gens, d'avoir une concertation avec eux et de savoir à quel niveau votre production coince. Il vous faut quoi? Il vous faut des machines, il vous faut étendre votre production, il vous faut quoi? À partir de là, le ministre de l'Agriculture, quand il va vers le Premier ministre ou vers le Président de la République, je ne sais pas trop comment ça se passe, quand il va vers là, il a des solutions. Il leur dit, nous pouvons investir à tel domaine, tel domaine, tel domaine pour pouvoir accompagner ces gens-là. Ce sont des solutions concrètes. Mais tant que vous allez dire impôt, substitution, vous allez dire nous faisons des allègements fiscaux, les gens vont chercher à profiter de cela et autrement importer d'autres choses et déclarer autre chose. Et ils vont bénéficier des petites subventions, des allègements fiscaux que vous accordez. Et in fine, l'inflation va aller galopante, la production sera nulle, on va continuer à importer davantage, la production locale sera toujours nulle et l'inflation sera toujours au rendez-vous. C'est pour ça que je vous ai dit, tant qu'on ne prend pas des décisions courageuses,
pour pouvoir juguler le phénomène, n'est-ce pas, de peu de production locale, on ne sera pas sorti de l'auberge. Alors, selon vous, sommes-nous dans une spirale inflationniste? Oui, nous sommes dans une spirale puisque finalement, la spirale, c'est vous tournez sans bout de sortie. Jusqu'à présent, on ne voit pas le bout de sortie parce que je puis vous garantir que en ce moment, il n'y a aucun indicateur qui dit que, n'est-ce pas, la saignée va s'arrêter d'ici 1 an, d'ici 2 ans. Lorsque je vous disais, par exemple, que nous ne sommes pas très sérieux quand nous parlons d'impôt substitution, normalement, en ce moment, si on avait fait ce qu'il fallait, le ministre de l'Agriculture devait faire une communication pour dire, par exemple, que bon, après 2 années ou 3 années d'expérimentation, je puis vous annoncer que nous allons avoir une campagne de récolte de riz de tel tonnage, de tel tonnage et de tel tonnage. Nous allons avoir une campagne de céréales, de blé, de tel tonnage, parce que nous avons exploité tel bassin agricole, nous avons exploité tel bassin en utilisant telle technique, et donc nous sommes en droit d'attendre, n'est-ce pas, une campagne, n'est-ce pas, de récolte de tel tonnage de riz, de blé et d'autres choses. Le ministre comment vous l'appelez, des pêches, devait faire pareil en disant, nous avons, n'est-ce pas, mis telle technique sur pied, et donc nous pensons que nous pouvons, n'est-ce pas, compter sur un tonnage, n'est-ce pas, de poissons ici localement, et donc ça, voilà des annonces qui peuvent encourager à être optimiste et à dire que dans un horizon de 2 ans, voilà, la tension va lâcher un peu. Mais en ce moment, si je dois vous dire que je suis très optimiste et que le bout de la spirale est visible, je vais m'appuyer sur quoi pour le faire? D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, le phénomène inflationniste chez nous est beaucoup plus d'ordre importé. La conjoncture internationale ne s'améliore pas. Absolument. Je ne peux pas vous dire que... En ce moment, d'ailleurs, se tiennent les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Ça ne s'améliore pas. Justement sur ces questions-là. Ça ne s'améliore pas. Et donc, qu'est-ce qui va me permettre de vous dire qu'il n'y aura pas une crise demain qui sera beaucoup plus méchante que la crise russo-ukrainienne? Vous voyez que les tensions vont croissant dans le monde entier. Le Cameroun a intérêt à commencer à penser son avenir de façon souveraine. Voilà. De façon souveraine. C'est pour ça que je dis toujours que tant que nous n'allons pas mettre en place des chaînes de valeur souveraines de production, de transformation, de conservation et de commercialisation, ben nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Parce que, regardez un peu, lisez un peu, je vais dire la météo géopolitique mondiale. C'est les tensions qui se multiplient, vous avez vu, entre l'Israël en ce moment, et la Palestine en ce moment. Vous ne savez pas quel autre acteur va rentrer dans le jeu. L'Iran menace d'envoyer le Hezbollah ouvrir un autre front. Vous ne savez pas qui ça va entraîner au passage. Et tout ce que ça va entraîner comme dysfonctionnement dans la chaîne logistique mondiale. Et donc, sans compter qu'à côté de ça, à chaque fois qu'il y a des crises comme ça, je vais dire, la seule chose, la réponse que les autres ont en face, c'est on va sanctionner, on va sanctionner. Et quand on sanctionne, parmi les gens qu'on sanctionne, il y a forcément des acteurs avec qui vous traitez. Et donc, ça vous affecte terriblement. Donc, tant que sur le plan souverain, de manière souveraine, nous n'avons pas les moyens de répondre à nos besoins de consommation domestique, je ne peux pas vous dire que demain, ce sera la veille. Je ne peux pas vous le dire. Parce que, écoutez, vous venez de parler des œufs qui sont passés sur le marché à 125 francs l'unité. Vous savez pourquoi? C'est à cause d'une décision incohérente du ministre justement du Commerce qui a décidé de limiter l'importation du maïs. Non, mais lorsque le ministre du Commerce limite l'importation du maïs... Monsieur Kouyaté, est-ce que lorsqu'on regarde déjà la géographie du Cameroun, est-ce que le Cameroun devrait être en train d'importer du maïs ou de l'huile de palme? Mais c'est ce que je vous dis. En matière de production, vous faites ce qu'on appelle l'évaluation des acquis naturels. En matière de productions agricoles, vous faites ce qu'on appelle une évaluation des acquis naturels. C'est-à-dire quoi? Est-ce que vous avez de manière naturelle des terres arables? Le Cameroun en a. C'est pour ça que je vous ai dit, le Cameroun ne part pas de rien. Quelle que soit la politique que le Cameroun doit concevoir aujourd'hui, il ne part pas de rien. Il y a un existant. OK?
Donc, en parlant toujours de l'évaluation des acquis naturels, maintenant, si vous avez les terres arables disponibles, vous passez au second élément, naturel. Le climat du Cameroun est-il favorable, n'est-ce pas, à la production agricole? Oui, le Cameroun a 4 saisons. Et le Cameroun peut bien exploiter toutes les 4 saisons. L'autre élément, est-ce que le Cameroun est suffisamment arrosé en eau pour pouvoir, le cas au besoin, faire des irrigations? Le Cameroun en a. Je dois vous rappeler que chaque département du Cameroun, c'est le nom d'un cours d'eau. D'un cours d'eau, effectivement. C'est-à-dire que le Cameroun est terriblement arrosé. Il est même plus arrosé qu'il n'en faut. Donc, si vous mettez ensemble tous ces éléments naturels-là, vous voyez que le Cameroun a un potentiel de production très, très élevé. C'est pour ça que je dis, vous ne partez pas de rien. Il y a un existant. C'est pour ça qu'à l'époque, vous aviez la Sodéblé qui produisait du blé. Ça veut dire que c'est possible que le blé peut pousser au Cameroun. Et donc, vous ne partez pas, vous n'allez pas aller rentrer dans les laboratoires, aller prélever, n'est-ce pas, le sol, envoyer dans des laboratoires pour analyser et savoir si le Cameroun peut produire du blé ou du riz. Non, le Cameroun produit déjà du blé et du riz. Le problème maintenant, c'est rendre cela intensif pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, à l'ensemble des besoins, à la demande locale. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas continuer de vous appuyer sur des techniques qui ont permis de nourrir 5 millions de Camerounais dans les années 60. Vous ne pouvez pas continuer à compter sur les mêmes techniques pour nourrir 30 millions de Camerounais. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas possible. Très bien. Et donc, le Cameroun, naturellement, je réponds dans votre question, c'est une incongruité, c'est assez biscornu pour le Cameroun d'être en train d'importer du riz, d'être en train d'importer du maïs, d'être en train d'importer du poisson. Parce que naturellement, le Cameroun même ne doit pas importer beaucoup de poissons. On est ouvert sur 2 côtes maritimes, Limbe et Kribi. Ça veut dire qu'en matière de pisciculture, nous pouvons faire la pisciculture au même titre que ceux chez qui nous importons. Ils font de la pisciculture, il y en a qui font de la pisciculture fluviale, d'autres qui font de la pisciculture maritime. Et donc nous avons tous les éléments, nous avons le Nion, nous avons la Sanaga, nous avons le Vouri, nous avons tout ce que vous voulez comme fleuve. Donc si c'est la pisciculture fluviale, nous pouvons le faire. Nous avons des fleuves, nous avons la Kenke, nous avons tous ces fleuves-là. Si c'est la pisciculture maritime, nous avons nos eaux maritimes, nous avons nos côtes maritimes qui sont largement grandes pour pouvoir faire ce que nous voulons. Si nous ne pouvons pas, si nous n'avons pas les moyens de faire de la recherche, d'entrer dans les laboratoires et sortir des brevets, les brevets existent déjà. Les brevets ont déjà été créés et sont même déjà exploités. Allons tout au moins franchiser la technologie. Ça ne coûte pas si cher que ça. Si vous voulez franchiser les technologies de production, évidemment, vous allez payer des royalties. La production que vous allez en faire vont vous permettre de payer les royalties. Et donc, n'ayez pas peur d'aller franchiser la technologie. Allons franchiser les technologies de production. Les gens vendent leurs technologies lorsqu'ils ont déjà exploité à plus de 5 ans. Ils les vendent. Ils les vendent. Lorsque les gens ont sorti des brevets, ils ont déjà exploité plus de 5 ans, plus de 10 ans. Ils les vendent. Donc, si vous allez vers eux, vous leur dites, bon, moi, je veux produire du poisson massivement. Quelles sont les technologies que vous utilisez? Les gars vont vous vendre la technologie. Ils viendront même vous former là-dessus. Ils viendront même l'implémenter. Vous pouvez même étendre le contrat en disant, bon, vous allez venir vous-même installer ça et exploiter pendant 3 ans. Nous allons payer. C'est des contrats qui se négocient. Ils vont venir, ils vont installer, ils vont même, n'est-ce pas, exploiter la première année, deuxième année avant de vous céder. Et vous allez continuer simplement à payer des royalties. C'est valable pour tous les autres produits. Allez franchiser la technologie si vous n'avez pas les moyens de les développer. Alors, nous sommes en plein dans les solutions depuis très longtemps. Hein. En dehors de l'import-substitution, puisque nous sommes dans la SND 30 maintenant, j'ai envie de savoir, pour sortir définitivement de cette situation, ça va être un peu peut-être redondant, mais par quoi est-ce qu'il faut commencer, selon vous? Par quoi est-ce qu'il faut commencer? Oui. Je vous ai dit, il faudrait que le ministre, le chef du département ministériel de l'agriculture, qu'il fasse déjà un travail d'évaluation. Peut-être qu'il l'a déjà fait. C'est-à-dire, il commence déjà par évaluer notre potentiel réel de production dans chacun des produits.
C'est-à-dire, il faudrait que le ministre de l'Agriculture soit capable de nous dire qu'au terme d'une évaluation, le Cameroun a X mètres carrés de surface cultivable. Il a Y de surface disponible. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore occupé. Et donc, évaluation faite, si c'est mis en valeur, ça peut nous permettre d'atteindre telle capacité de production. Si c'est mis en valeur de manière optimale. Parce que même les terres que nos mamans, je veux dire nos artisans utilisent en ce moment, vous êtes d'accord avec moi que cette terre n'offre pas son optimum. Bien tout sûr. simplement parce que ce soit les techniques utilisées, que ce soit les semences utilisées, tout cela c'est un peu dépassé, c'est artisanal. Et donc, si vous mettez un grain de maïs de bonne semence versus un grain de maïs de qualité approximative, la bonne semence va vous donner peut-être 5 épis, alors que la semence approximative va vous donner, sur la même terre, hein, va vous donner peut-être 2 épis. Et donc, allons vers l'optimum. C'est-à-dire, le ministre doit nous dire, évaluation faite, si nous utilisons la bonne technologie, les bonnes techniques et les bonnes pratiques, voici le potentiel réel du Cameroun en termes de production du maïs, du riz, du blé, de ceci, de tout ce que vous voulez, des pommes de terre, des patates, des maniocs, des bananes plantains. Quand il a fini de nous dire ça, maintenant il doit nous dire, voici par quoi on commence. Puisqu'ils font, je suppose il est en concertation avec celui qui coordonne l'action gouvernementale, je parle du Premier ministre, ils doivent donc maintenant se concerter et nous dire par où est-ce qu'on commence et comment est-ce qu'on s'y prend. C'est l'État qui prend les initiatives, généralement, lorsque les privés ne prennent pas d'initiative. L'État prend l'initiative parce qu'il a des obligations. Le gouvernement doit prendre des initiatives. C'est mieux de dire le gouvernement. Parce que philosophiquement, l'État, c'est tout le monde. Absolument. Mais s'il faut maintenant, de manière responsable, mettre quelqu'un à l'index, je parlerai du gouvernement. Le gouvernement doit prendre des initiatives. Après que ce travail technique soit rendu par le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Industrie et le ministre des Pêches, maintenant, l'État dit, voici ce que moi je propose. Le gouvernement dit, voici ce que moi je propose. Pour qu'on commence quelque chose quelque part. Nous avons identifié des bassins de production à Sanchou, avec une capacité de production estimée à. Nous voulons, d'ici 3 ans, exploiter cette parcelle d'au moins 50%. Voilà ce que moi je dépose. Voilà ce que moi je suis prêt à faire. Et là, maintenant, les autres partenaires vont venir se prononcer. Ils vont faire un partenariat public-privé. À la fin, d'ici 3 ans, on va évaluer. On va voir ce que ça a donné. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut? Ça doit se faire en association, comme je l'ai dit, avec nos institutions de formation, notamment la FASA. À quoi nous sert la FASA à Tchang, l'ENSAI en Ngaoundéré? Vous formez des cuvées d'ingénieurs tous les jours. Des ingénieurs agronomes, des ingénieurs de ceci. On meurt de faim au Cameroun, on importe autant de riz. Ce n'est pas normal. Vous avez Polytech, ça n'est pas normal. Le ministre de l'Industrie, lui, doit s'adresser à Polytech, génie industriel, et leur dire, dites-moi comment on fait pour conserver. Voilà mon collègue de l'agriculture. Oui. Il entend exploiter tel tonnage de plantain, de ceci, de cela, dans 3 ans. Trouvez-moi la solution pour conserver ces produits dans 3 ans. Arrêtons de toujours nous tourner vers l'extérieur. Les gens de l'extérieur conçoivent des solutions qui sont propres à leur environnement. Oui, absolument. Étudions les solutions qui sont propres à notre environnement. Vous mettez les gars de Polytech au travail. Vous les mettez au travail. Ils vont vous sortir des solutions. Ils sont là pour ça. On est formé ingénieurs pour ça. C'est pour ça qu'on s'adresse à eux. Je suis d'accord que notre trésorerie ne nous permet pas d'investir massivement dans la recherche, surtout dans la recherche appliquée. Nos chercheurs
même la recherche fondamentale, ce n'est pas toujours ça, ce n'est déjà pas ça, on ne leur donne pas toujours les moyens. Mais la recherche appliquée coûte cher, je suis d'accord. Mais au moins, il y a des choses que nous pouvons exploiter, c'est-à-dire que vous prenez une cuvée d'ingénieurs à Polytech, vous leur donnez cela comme travail et évidemment, c'est sur cette base-là que vous allez les évaluer à la fin. Prouvez-nous, mettez-vous ensemble. Que ce soit ceux qui sont dans le froid, que ce soit ceux qui sont dans, je vais dire, l'électricité, que ce soit qui sont dans... Mettez-vous ensemble, dites-nous comment est-ce que, lorsqu'on a cultivé, je vais dire, tel tonnage de plantain, on empêche que cela arrive à maturité le même jour. On conserve ça comment? Ils vont vous donner des solutions, puisque ça se fait ailleurs. Maintenant, après la conservation, il va rester la commercialisation. Maintenant, vous pouvez donc vous adresser au ministre du Commerce. Parce que je vois que tout le monde tombe sur lui à bras raccourcis quand on parle d'inflation. C'est pas lui, le pauvre. C'est pas lui. Il attend qu'on lui dise, il attend vous dire comment est-ce qu'on doit vendre. Mais il n'attend pas, vous n'attendez pas qu'il vous dise comment est-ce qu'on produit. Or, le problème de l'inflation est lié justement au système de production. Donc voilà un peu comment est-ce qu'il faut procéder. Tant que nous n'allons pas faire ce travail-là, tant que nous allons nous contenter, je vais dire, des déclamations, l'import substitution, le gouvernement a... Vous êtes sévère quand même avec... Non, je ne suis pas sévère, c'est parce que j'attends qu'il se bouge. Notre gouvernement doit se bouger. Je vous ai dit que... Surtout que c'est une bonne idée, c'est ce qu'il faut... Je vous l'ai dit, quand j'ai lu, quand j'ai vu cela, j'étais le premier à applaudir l'import substitution. Puisque depuis... nous savons tous que nous avons un problème avec notre balance commerciale qui est structurellement, j'y arrive, déficitaire et qui se creuse un peu plus tous les jours. Nous avons un problème avec notre balance extérieure de paiement. Nous importons plus que nous n'exportons. On ne peut pas continuer dans cette lancée. Ça dit que prenez un peu le déficit de notre balance commerciale les 3 dernières années. Vous allez voir que ça se creuse. Hors pétrole, on était à près de 800 milliards. C'est beaucoup. C'est énorme. Alors, de cette façon-là, comment est-ce que vous pensez que nous pouvons véritablement nous pencher sur des questions de développement? On ne peut pas. Parce que tout l'argent, tout ce que nous produisons, nous ne pouvons pas vendre le pétrole uniquement pour aller acheter des chocolats, acheter du riz. On ne peut pas vendre le bois, vendre le coton uniquement pour aller acheter du riz, aller acheter des poissons pour manger. Non, on ne peut pas. Et donc, si on ne réussit pas à réduire un peu le déficit de notre balance commerciale, on ne peut pas se pencher sur des véritables questions de développement. Non, on ne peut pas. Je vois que tous ces derniers temps, on parle vous parlez des problèmes d'infrastructure, des problèmes de ceci. Non, on a des vrais problèmes ici au pays. Les vrais problèmes, c'est de réduire. Tant que nous n'allons pas réduire, n'est-ce pas, le déficit de notre balance commerciale, on ne va pas réduire le déficit de notre balance extérieure de paiement lié justement à la très forte importation et à faible exportation. Nous n'allons pas engranger les devises nécessaires qui vont nous permettre de nous tourner vers les questions réelles de développement. C'est la triste réalité. On va prendre l'argent où? Puisque déjà, je vois que tout le monde, je vois que on a une facilité d'endettement. On s'endette facilement. Mais non. Parce qu'on est crédible. C'est pas parce qu'on est crédible. On a des ressources. Non. On ne doit pas s'endetter parce qu'on est crédible. On doit s'endetter parce que le fruit de cet endettement doit nous permettre d'investir dans une activité à forte valeur ajoutée qui va nous permettre de dégager la quantité nécessaire pour rembourser la dette et procéder à un nouvel investissement. C'est ça. C'est pas parce que vous gagnez, Oriane, c'est pas parce que vous gagnez 500 000 francs de salaire par mois, je dis n'importe quoi, mais excusez-moi, je vous le souhaite vivement, mais c'est pas parce que vous gagnez 500 000 francs, n'est-ce pas, que vous allez emprunter 300 000 francs pour vous habiller. Ben non. Que vous allez emprunter 200 000 francs uniquement pour mettre dans une paire de chaussures. Mais non. Mais non. Non. C'est pas comme ça. Et donc, on a cette propension, cette inclination très facile à nous endetter. Mais
Est-ce que vous savez que notre service de la dette commence à devenir intenable? Moi, j'attendais que le gouvernement fasse un sursaut lorsque, à l'exercice je vais dire que lorsque, à la programmation précédente, on s'est rendu compte que notre dette était le premier poste, le service de la dette était le premier poste, n'est-ce pas, absorbant de notre budget. 1700 milliards. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Quand ça va atteindre 2000 milliards, avec une capacité, n'est-ce pas, de collecte, de mobilisation de ressources publiques qui n'atteignent pas, qui ne dépasse pas, hors pétrole, qui n'atteint pas 4000 milliards. Ça veut dire que quand vous prenez votre budget qui est de 6000 milliards, avec un déficit, je ne sais pas de combien, de 6% ou tout ça, les fonds propres de l'État, c'est que l'État a en trésorerie réelle, quand il a fini d'appuyer sur tous les leviers, douane, impôts, justice, machin, ça ne dépasse pas 4000 milliards. Mais vous avez un service de la dette qui caracole à 1700 milliards. Environ 2000. On n'est pas, on n'est pas loin. Et on continue de s'endetter. Mais non. D'accord. Si aujourd'hui le gouvernement s'engage même dans un endettement de 1000 milliards en disant les 1000 milliards, je les repartis, 200 milliards pour la pêche, 200 milliards pour importer la technologie de production mécanisée de l'agriculture, 200 milliards pour les usines de transformation de ceci. Je suis partant, je suis preneur. Parce que quand vous aurez fini de nourrir tous les Camerounais avec le produit de cette agriculture, vous allez attaquer la sous-région. Le Gabon a besoin d'être nourri, la Guinée équatoriale peut-être, le Tchad a besoin d'être nourri, la RDC a besoin de... La nourriture, tout le monde en a besoin tous les jours. Tout le monde, vous ne pouvez pas produire de la tomate, de ceci, et dire que vous manquez preneur. Non, surtout si vous avez réussi à les conserver. Vous n'allez pas manquer preneur. Mais... je vois qu'au lieu de cela, on s'endette pour ci, pour ça. Moi, ça me... Edmond Kouyaté, on ne peut pas terminer cette émission sans parler un peu du Made in Cameroun. On se rend compte quand même que de plus en plus, il y a des produits qui sont faits de façon locale avec des locaux qui s'améliorent un peu plus chaque jour. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ça commence à venir? Je préfère cette expression-là, pour ne pas être complètement défaitiste. Je dois déjà commencer à tirer un grand coup de chapeau à tous ces acteurs-là qui s'investissent dans le Made in Cameroun. Vraiment, je dois leur tirer un grand coup de chapeau. De ma posture et de ma position, je sais quelles sont les difficultés qui sont les leurs. Absolument. Produire dans un contexte comme le Cameroun est très très difficile, énormément difficile, parce que les challenges sont énormes. Pour produire au Cameroun. Les coûts de facteurs de production également sont les plus élevés. Et donc, je connais beaucoup d'acteurs qui s'essayent là-dedans et qui font vraiment du Made in Cameroun. Il faut le dire, hein, c'est vrai que le Made in Cameroun, je ne sais pas si c'est déjà labellisé, parce que normalement, quand on labellise le Made in Cameroun, on devrait pouvoir déterminer le taux d'intrants, n'est-ce pas, je vais dire d'intrants locaux qu'on doit trouver dans le Made in Cameroun. C'est-à-dire que si vous dites par exemple que vous avez produit une chaussure localement, on doit déterminer le taux d'intrants. Oui, de matières premières locales. Que vous avez utilisé. Il ne suffit pas d'importer le cuir, d'importer tout ceci. Et de fabriquer localement. Et puis vous dites que vous avez produit localement. Il faut dire que loin de la chaussure, on voit quand même quelques produits qui sont faits. Non, je vais dire que je connais beaucoup d'acteurs qui font... je dois même saluer certains en passant parce que, évidemment, beaucoup me côtoient également parfois pour quelques conseils pour ceci ou pour cela. Donc j'en connais plusieurs. Pour ne pas les nommer, je ne fais pas de la publicité, mais j'en connais à Yaoundé qui font dans du vin, des biscuits, beaucoup de produits. On a déjà le vin avec l'avocat. Le vin avec l'avocat, du vin... Je connais même qui conditionne le vin de raffia et qui embouteille. Et lorsque vous buvez, c'est très bon. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé la technique pour
fermé, vous savez que le problème du vin de raffia et du vin de palme, c'est la conservation. Oui. Parce que c'est des produits à très tôt de fermentation. Et donc, dès que vous scellez un peu, ça explose. Mais ils ont trouvé la technique pour le faire. Vous savez, donc, je vais dire que j'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux qui se battent au quotidien, pour tous ces agents économiques, tous ces acteurs qui se battent au quotidien pour pouvoir créer un label camerounais. Ce n'est pas facile. Il m'avait même approché un temps pour organiser un forum, je vais dire, pour un peu vendre, un forum qui va permettre de vendre le Made in Cameroun. Et ce que je constate, c'est que ce sont des produits qui sont très prisés. Et vraiment, je suis aussi fier des Camerounais, parce qu'à chaque fois que les Camerounais réussissent à localiser un produit Made in Cameroun, chaque fois que vous arrivez, on vous dit que c'est en manque, il y a pénurie. Oui. Parce que les techniques de production, évidemment, comme je le disais, ce sont des techniques rudimentaires, c'est dépassé. Et donc, l'offre ne suit pas la demande. Parce que généralement, c'est des produits de très bonne qualité. Vous savez que les produits industrialisés présentent également beaucoup de problèmes sur le plan sanitaire, oui. Parce que voilà, vraiment, voilà. Mais quand c'est fait de manière artisanale, c'est comme vous dites souvent, c'est des produits bio qui présentent un taux de risque très faible pour la santé. Et donc, c'est très prisé, c'est très consommé. Et donc, il faut véritablement encourager ces gens-là. Maintenant, il faudrait trouver le moyen. Il faudrait trouver le moyen de les capaciter à pouvoir, n'est-ce pas, produire davantage. Et surtout à produire à moindre coût. C'est ça le défi. Vous savez, le pouvoir d'achat, la bourse du Camerounais n'est pas très forte. Elle n'est pas très élevée. Le pouvoir d'achat est un peu faible chez nous. Et donc, lorsque des produits sont déjà un peu à un coût très élevé, le Camerounais ne suit pas. Et donc, moi, je dis, il faudrait qu'on trouve le moyen de les capaciter à produire massivement, de manière un peu... À moindre coût, pour que ce soit et surtout de manière compétitive. Parce que ça ne sert à rien de trouver un produit... quand il est importé, il coûte, je dis n'importe quoi, 500 francs, mais quand il est fait localement, il coûte 800 francs. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et donc, moi, je pense qu'il faut tout faire pour que le Made in Cameroun soit une réalité. Et comme je l'ai dit, l'une des faiblesses que nous avons chez nous, c'est que nous ne faisons pas suffisamment dans la recherche. La recherche, c'est le ventre mou de la production camerounaise. Et je suis au regret de dire qu'il n'y a pas de développement sans recherche. Ce n'est pas possible. Tant qu'on ne fait pas dans la recherche, on ne stagne même pas, on régresse. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez on va y aller rapidement parce qu'on est à la fin de l'émission. Vous voyez la SICAM? Oui. La SICAM a vu son chiffre d'affaires baisser, passer de 21 milliards à moins de 5 milliards en quelques 4 années. Pourquoi? Parce que la SICAM est restée dans un cycle monotonique de production de pagne, alors que l'industrie textile évoluait très vite dans le monde. La Chine, la Turquie a inondé le marché camerounais avec des produits textiles. Et la SICAM, qui n'avait pas fait dans la recherche, continuait, n'est-ce pas, de produire des pagnes de piètre qualité. Et les femmes, vous êtes un peu, vous qui aimez le bling-bling, lorsque vous touchez un pagne venu de la Hollande, venu de la Chine, venu de je ne sais pas trop où, à côté d'un pain SICAM, le choix est vite fait. Vous voulez être très belle. C'est pas du bling-bling, c'est beau, c'est juste la beauté. Mais voilà, c'est ce que je dis. Le choix est vite fait. Vous voulez être très belle dans vos pains, j'en conviens. Et donc, à côté, la SICAM ne pouvait plus faire le poids. Et donc, son chiffre d'affaires a baissé. Et aujourd'hui, il n'arrive même plus à payer le salaire de son personnel. Tout simplement parce qu'on n'a pas pensé à affiner son outil de production. La SICAM, aujourd'hui, devrait être capable de produire, de faire des produits d'égale qualité avec ceux qui viennent de la Turquie, qui viennent de la Chine, et les rivaliser même. Puisque quoi? On a la Sow de coton à côté. Et donc, on devrait au moins, dans la recherche, produire, n'est-ce pas, mettre sur pied une industrie intermédiaire entre la SICAM et la Sow de coton. C'est-à-dire au moins une industrie de filerie qui produit au moins, n'est-ce pas, la première étape. Et à partir de là, la SICAM pouvait donc prendre le relais en améliorant son outil de production, tout simplement. Edmond Kouyaté, merci beaucoup. Merci pour toutes ces connaissances, ces questions
et bien détaillé, de façon... C'est moi qui vous dis merci. Merci beaucoup pour votre temps. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.